Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça me tient un petit peu impressionnée par cette grande assemblée. Voilà, donc je voudrais commencer par remercier chaleureusement Alexandra Adriansson de m'avoir invitée pour le lancement de ce module de formation à l'intention des enseignantes et des enseignants. Cette invitation me touche particulièrement parce que les publications qui m'ont inspirée pour réfléchir à la conception de mes formations sur le genre et l'éducation sont belges. Et je remercie notamment Nadine Plateau de les avoir écrites et publiées. Donc cette invitation me touche également parce qu'en France, nous n'avons pas de tels moyens pour réaliser de tels outils pédagogiques. Merci donc de me faire participer au lancement du vôtre et j'espère que ça me donnera un avant-goût de ce que nous connaîtrons bientôt chez nous, parce que chez nous en France, ça bouge. Ça tremble. Ça bouge beaucoup en ce moment, donc je vais un petit peu vous en parler. Et au vu de l'intense actualité française de ces 2 dernières semaines sur le genre et l'éducation, j'ai quelque peu modifié ma communication. Donc je vais commencer, donc je vous fais une petite annonce du plan. Je vais commencer par vous raconter ce qui s'est passé, parce que c'est tout bonnement vraiment sidérant. Et c'est très très intéressant à analyser en termes de résistance à l'égalité. Puis les réactions que cela a suscité. Ensuite, je vous proposerai une analyse de cet événement et on verra qu'elle est tout à fait en lien avec ce qui peut se passer en formation des enseignants. Et pour finir, je vous exposerai les modalités qui me semblent être nécessaires pour l'enseignement du genre, cet enseignement du genre qui est indispensable pour réaliser l'égalité dans la société. Je vous exposerai également les effets de ces enseignements sur les pratiques des enseignantes et des enseignants. Alors, ce qui s'est passé. Donc, il y a des parents, surtout, pas tous les parents, mais quelques parents, surtout dans les quartiers populaires, ont été inondés de mails et de messages sur leur téléphone. Ces messages les alertaient sur le fait que des ateliers d'éducation sexuelle allaient se dérouler dans des classes de la maternelle jusqu'au primaire, avec des démonstrations à l'aide d'objets en peluche ou en bois, et de la présence de personnes homosexuelles pour faire des démonstrations pratiques. Ces messages indiquaient que tout cela, c'est la conséquence de l'introduction de la théorie du genre dans les écoles à l'aide de l'outil pédagogique, l'ABCD de l'égalité. Donc cette rumeur a été savamment orchestrée et elle s'est accompagnée de tracts diffamant les études sur le genre et les initiatives de l'éducation nationale pour réaliser l'égalité entre les filles et les garçons dans le système scolaire. Donc un mouvement s'est constitué qui s'appelle JRE, donc la journée de retrait des enfants, et plusieurs sites internet ont été créés avec des arguments complètement délirants, contenant de nombreuses vidéos et d'argumentaires pour le moins surprenants. Donc ce vocabulaire retrait des enfants fait référence à une expression dans le droit du travail, le droit de retrait, dans le cas où les travailleuses ou les travailleurs seraient en danger sur leur lieu de travail, comme par exemple des professeurs qui risqueraient de se faire agresser par des élèves, ou alors des travailleuses ou des travailleurs qui seraient dans un endroit insalubre et dangereux. Donc d'utiliser cette expression journée de retrait des enfants laisserait donc entendre qu'il faut retirer les enfants des écoles parce qu'ils y seraient en danger à cause de cette théorie du genre et des outils pédagogiques. Et ça aurait donc des conséquences terribles pour l'intégrité physique et psychologique des enfants. Donc tout ça, ça pourrait ressembler à une blague et prêter à rire si ce n'avait été pris au sérieux par un nombre très impressionnant de personnes. Donc les réactions que ça a suscitées, eh bien, de nombreux parents ont gardé leurs enfants à la maison par peur et pour s'opposer à ce programme de masturbation enfantine. On les comprend. Cette rumeur a semé une véritable panique dans certaines écoles. Les autorités ne fournissent pas de données précises, mais toutefois, nous avons eu écho par les journalistes, par des directeurs d'écoles, en Alsace notamment, de là où je viens, où le mouvement a été très très suivi dans les quartiers populaires ainsi que dans les écoles privées, que dans certaines écoles primaires, on comptait moins de 10 enfants par classe. Donc des écoles vraiment désertées, mais certaines très spécifiques et d'autres pas du tout touchées. Donc des enseignantes et des enseignants ont été pris à partie par les parents, se sont trouvés bien désemparés, ne connaissant pas le concept de genre, ni cet outil qui en réalité est pour l'instant testé dans seulement 10 régions et pas encore en Alsace.
Donc, les politiques de droite et d'extrême droite se sont emparés de cette rumeur et de cette affaire pour critiquer le gouvernement sur l'introduction de la théorie du genre dans la société et dans les écoles. Et leur analyse a été la suivante. Alors, ce gouvernement de gauche, qui a déjà fait passer le mariage homosexuel, est dans une dérive totalitaire, a l'objectif de brouiller les repères identitaires, de transformer les filles en garçons et les garçons en filles, d'obliger tous les garçons à jouer à la poupée, d'interdire aux filles de mettre des robes de princesse et de faire de la propagande pour les pratiques homosexuelles. Et tout ceci va se faire effondrer la famille et la société tout entière. Alors je vous assure que je ne caricature pas, hein, c'est ce qu'on a lu dans les journaux, c'est la façon dont certains députés et personnes politiques de droite et d'extrême droite se sont exprimés avec ces mots-là, ces termes-là. Donc on a assisté à un véritable déferlement médiatique avec de nombreux articles pour tenter d'expliquer ce qu'est véritablement le genre et les études de genre, ainsi que la démarche de l'éducation nationale et l'ABCD de l'égalité. Donc pour information, hein, le site est accessible à tout le monde. Hein, vous faites sur votre moteur de recherche ABCD de l'égalité et vous y accédez. D'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que les personnes victimes de ces rumeurs ont regardé des âneries sur YouTube, mais n'ont pas eu l'idée de faire ABCD de l'égalité pour vraiment voir de quoi il en retournait. Bref. Donc, beaucoup de chercheurs et de chercheuses se sont exprimés, et l'association dont je fais partie, l'ARGEF, qui est l'association de recherche sur le genre en éducation et en formation, a été sur tous les fronts. Donc, publication de tribunes dans le journal Libération. On a été interviewé dans les journaux locaux et nationaux, à la télévision. Il y a même une pétition qui a été lancée par l'Université de Strasbourg qui s'appelle l'Appel de Strasbourg et qui a été reprise par toutes les universités françaises. Et en quelques jours, elle a rassemblé plusieurs milliers de signataires. On l'a mise en ligne sur un site de pétition il y a 3 jours. Hier soir, on en était à 4000 signataires. Voilà, les communiqués de presse des associations féministes, des associations pour l'égalité entre les filles et les garçons, des associations LGBTI, des partis politiques de tous bords se sont succédés à un rythme effréné. Des associations de parents ont été menacées, les mouvements pour l'éducation populaire se sont insurgés. Bref, climat un peu tendu. Et à tout cela, évidemment, s'ajoutent les manifestations contre le droit à l'IVG et celle la semaine dernière aussi demandant l'interdiction de la PMA et l'interdiction de la théorie du genre dans les écoles. Voilà. Alors, les réactions du gouvernement. Heureusement, on les en remercie, les rumeurs de cours de masturbation ont bien sûr été démenties. C'est un minimum. Lors des questions au gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale, comme le Premier ministre, tous les deux ont affirmé que la théorie du genre ne serait pas enseignée à l'école. Dommage, parce que là, ils ont perdu l'occasion de préciser que le genre, bien, c'est pas une théorie, mais un concept, et que c'est un outil pour comprendre et réduire les inégalités entre les femmes et les hommes et lutter contre l'homophobie qui est utilisée et que cet outil est utilisé pour réaliser l'égalité dans les écoles comme ailleurs. Bref, nous avons assisté à un tremblement de terre autour des questions de genre et d'éducation ces 2 dernières semaines en France, auxquelles personne ne s'attendait. Et si les journalistes ont plutôt réussi à expliquer ce qu'était le genre, ça n'a pas été le cas du gouvernement qui s'est plutôt pris les pieds dans le tapis. Alors, quelles en sont les conséquences? Donc, on peut les envisager du côté positif et du côté négatif. Le côté positif, c'est que le thème du genre et de l'éducation a émergé, enfin, sur la place publique. Alors que cela fait des dizaines d'années que des recherches sur la question se développent sans être vraiment reconnues, enfin, nous apparaissons sur la scène publique et un grand nombre de personnes en prennent connaissance. Alors, le côté négatif, c'est que de très fortes résistances à l'égalité ont aussi émergé. Et maintenant que ces résistances sont là, il va être assez difficile de les dépasser, parce qu'elles se sont construites sur des fantasmes, sur des peurs irrationnelles. Irrationnelles dans le sens où même en apportant des arguments issus de recherches historiques, ethnologiques, sociologiques, eh bien le doute persistera, parce qu'une fois que ce sentiment de peur a été activé, eh bien il en reste des séquelles. Donc, ce qui est assez négatif aussi, c'est que le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale n'ont pas réussi à imposer de façon ferme la définition du genre et son utilité pour plus de justice et de démocratie
pour les femmes comme pour les hommes, ce qui a un petit peu révélé leur méconnaissance des études sur le genre. Bon, ça on le savait, mais là ça s'est vraiment révélé. Alors, comment est-ce que tout cela a été rendu possible? En 2014, bien que des manifestations aient lieu pour refuser des droits à des personnes, comment c'est possible de réfuter une théorie qui n'existe pas, en fait, qui est un concept, et qui donne lieu à des rumeurs incroyables et qui provoque la panique de certains parents? Donc l'analyse que je vais vous proposer concernant ce mouvement de crispation par rapport à l'égalité entre les sexes en France ressemble point par point aux résistances auxquelles on peut assister lors des formations sur le genre et l'égalité. Alors cette crispation, eh bien, elle est due à la méconnaissance tout simplement du concept de genre tel qu'il est utilisé dans les sciences de l'éducation. Alors pour être bien sûr qu'on parle tous et toutes de la même chose, je vais commencer par définir ce qu'est ce concept de genre qu'on utilise en sciences de l'éducation en 3 points. Donc le genre, c'est un système. Le genre, c'est un ordre social dans lequel, comme il a été rappelé en introduction, le féminin et le masculin sont construits. C'est-à-dire que les rôles, les comportements des filles et des garçons, les comportements des femmes et des hommes ne sont pas innés, mais acquis. Ces rôles masculins, féminins sont donc appris tout au long de la vie. Ces rôles sont donc construits socialement, ils ne sont pas innés, ils ne sont pas dus aux différences biologiques entre les sexes, comme on l'a cru pendant des millénaires. Et cela, c'est assez révolutionnaire, on y reviendra plus tard. Donc le deuxième point, donc le masculin et le féminin sont acquis et non innés. Il y a un autre point important qui caractérise ce système de genre, c'est la hiérarchisation, comme on l'a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire que ces deux constructions n'ont pas la même valeur. Le masculin a davantage de valeur que le féminin, de façon réelle et de façon symbolique, ce qui produit des inégalités sociales entre les femmes et les hommes. Alors juste pour vous citer les plus connus et les moins contestables, les écarts de salaire ou les inégalités dans le partage des tâches domestiques et éducatives. Voilà, donc 1, construit, 2, hiérarchisé, 3, dans cet ordre social, l'hétérosexualité est la norme. C'est la seule qui soit acceptée. Donc voilà, résumons en 3 mots, c'est très simple ce concept de genre. Donc c'est un système social qui est construit, donc où le masculin et le féminin sont construits, où ils n'ont pas la même valeur et sont hiérarchisés dans la société, et subissent tous les deux la norme hétérosexuelle. Donc ce système, ce n'est pas une opinion ou un avis personnel ou une théorie, c'est-à-dire une supposition sur les choses, c'est la description de nos sociétés humaines et c'est le constat que font les recherches sociologiques, historiques, ethnologiques, anthropologiques, etc. Bref, toutes ces disciplines qui ont l'objectif de décrire la réalité du monde depuis des dizaines d'années. Et depuis les années 80, avec l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, qui permet de voir les cerveaux en activité sur des personnes vivantes, ces recherches en neurobiologie aboutissent aussi toutes au même constat. Il n'y a pas de différence entre les fonctionnements des cerveaux des femmes et des hommes. Si le cerveau est régi par une règle, c'est celle de la plasticité. Donc là, je vous renvoie aux très très bons ouvrages de Catherine Vidal. Alors, ce n'est pas la seule qui travaille là-dessus, mais elle le fait avec un souci pédagogique et de vulgarisation, donc c'est très très accessible. Donc Catherine Vidal, vous faites ça vous mettez son nom sur votre moteur de recherche et vous accéderez à plusieurs de ses conférences, et elle a produit beaucoup d'écrits pour expliquer tout ça. Donc tout concourt au constat que les inégalités sociales entre les femmes et les hommes sont bien le résultat de leur éducation. Donc on est là à un tournant dans l'histoire de notre humanité. Alors je ne sais pas si c'est un tournant qui est aussi dangereux en Belgique qu'en France, mais en France c'est un virage apparemment assez dangereux. Donc ce tournant-là, c'est
le suivant, depuis des temps ancestraux, les qualités, les rôles féminins et masculins étaient attribués à des origines divines ou découlant de la nature. Eh bien, il s'agit à présent de changer complètement de système de pensée. Et de changer ce système de pensée, eh bien, ça a des répercussions directes sur la façon de vivre, sur les habitudes et les coutumes des individus. Alors ce système, il est appris, intériorisé au plus profond de l'inconscient collectif. Il est notre colonne vertébrale et constitue notre identité à tous et toutes. Il est ancien, partagé de façon plus ou moins prégnante dans toutes les cultures. C'est ce que Françoise Héritier appelle la valence différentielle des sexes. Donc, tant que ce système demeure inconscient, il est agissant. Nous l'exigeons des autres et de nous-mêmes, nous le reproduisons, nous l'apprenons aux enfants, à travers tous nos actes de la vie quotidienne sans nous en rendre compte. Et même quand il est conscientisé, ça n'est pas simple d'agir à son encontre, d'admettre que les hommes peuvent adopter des rôles traditionnellement féminins et vice-versa, et que les sexualités sont plurielles. Il est donc normal que la remise en question de ce système de genre suscite des résistances. Et plus les croyances sont fortes et partagées, plus il y aura de résistance. Alors ces croyances, quelles sont-elles? Donc j'ai identifié dans mes recherches, issues des formations sur le genre, les mêmes croyances que celles qu'on peut observer chez les anti-théories du gender, là qu'on voit apparaître ces dernières semaines. Donc j'en ai identifié 5 principales, elles peuvent coexister. Donc la croyance principale, la première des croyances et qui amène à refuser le genre, c'est déjà l'illusion de l'égalité. Voilà. Les gens pensent que c'est bon, l'égalité elle est réalisée, les femmes et les hommes ne sont pas inégaux dans la société, mais ils sont simplement différents. Voilà. Donc là, c'est vraiment une méconnaissance aussi des différents concepts. Il y a une confusion entre ces deux concepts, entre égalité, inégalité, et entre différence et identique. C'est pas parce qu'on va devenir tous égaux qu'on va tous devenir identiques. C'est même exactement le contraire. C'est aujourd'hui qu'on est tous identiques. Aujourd'hui, il y a une norme pour les comportements masculins, une autre norme pour les comportements féminins. Le jour où il y aura égalité, tout le monde pourra s'épanouir bien de façon beaucoup plus diverse et large que juste ces deux normes. Donc l'égalité ne s'oppose absolument pas à la différence. Donc, 1, l'illusion de l'égalité. 2, l'illusion de la complémentarité psychologique et physique entre les sexes. Voilà, donc les inégalités sont des différences dans cette croyance-là, et ces différences, elles seraient donc complémentaires entre les sexes, et ce qui n'est pas féminin et masculin, et vice-versa. Voilà, c'est l'exclusion mutuelle. Donc dans ce cas de figure, on n'envisage absolument pas que puisse exister une transgression à la norme hétérosexuelle. Oui, puisque les femmes et les hommes sont complémentaires physiquement, où mettre les homosexuels là-dedans, ça ne rentre pas dans le cadre. De la même façon, il n'est pas envisagé des transgressions au rôle traditionnel féminin et masculin. Donc 1, illusion de l'égalité. 2, illusion de la complémentarité. 3, illusion du libre choix. Donc c'est l'idée que tout le monde peut tout faire aujourd'hui. Voilà, c'est une question d'envie, de choix. Et donc là, on se rend compte qu'il y a un refus des déterminismes familiaux, sociaux et culturels. Voilà, l'idée que tout le monde peut tout faire comme bon lui semble, ce qui, évidemment, n'est pas le cas. Et les deux dernières, donc, la 4e croyance est la croyance essentialiste, donc c'est le fait d'attribuer une origine naturelle, biologique au rôle féminin et masculin. Et la 5e, les croyances religieuses. C'est donc là attribuer une origine divine au rôle féminin et masculin. Donc les conséquences concrètes de ces croyances sont les suivantes. La liste n'est évidemment pas exhaustive. Donc le rejet et la répression des personnes homosexuelles et de celles et ceux qui ne respectent pas les rôles traditionnels féminins et masculins. Donc là, ça peut aller de la désapprobation, du rejet, de la stigmatisation jusqu'à la condamnation à mort dans certains pays.
La sexualité, dans cette optique-là, dans ces croyances-là, est nécessairement hétérosexuelle et toujours à visée de reproduction. Les femmes et les hommes doivent respecter leur destinée sociale. Il y a très peu de liberté, puisque cette destinée sociale est d'origine biologique ou divine, donc il ne faut pas trop s'en écarter. Et les individus, dans cette perspective, sont responsables aussi et culpabilisés de la place sociale qu'ils occupent, puisqu'il est ignoré totalement la dimension de l'influence sociale ou culturelle. Donc, à des degrés divers et pour des raisons variées, certaines personnes sont dans l'impossibilité d'admettre la réalité du système de genre et vont tout faire pour conserver leurs croyances. Le dénominateur commun, c'est tout de même l'essentialisme. L'attitude, c'est que les dernières recherches scientifiques sont niées, rejetées, accusées d'idéologie, voire de complot. Donc l'objectif est de préserver la loi morale naturelle en se référant continuellement à la nature comme une évidence indépassable et de refuser complètement l'influence culturelle qui façonne tout être humain. Donc ces résistants et ces résistantes au genre sont exactement dans la même posture qu'à l'époque où il a été découvert que la Terre n'était pas plate, mais ronde. Non seulement les 30 dernières années de recherche qui montrent que les rôles et les comportements féminins et masculins sont appris tout au long de l'éducation sont réfutés, mais davantage, c'est ce qui spécifie l'être humain, c'est-à-dire sa capacité à être éduqué, à remettre en question sa condition, sa capacité à modifier son comportement en fonction de la culture, bref, son humanité qui est niée. Donc mon analyse de cette situation, c'est que toutes ces croyances perdurent, surtout parce qu'il n'y a pas d'enseignement de la réalité du système de genre à aucun niveau scolaire et très peu de formation à l'égalité pour les professions éducatives et sociales. Si les enfants avaient eu dans leur cursus des éléments sur la réalité des inégalités, ces croyances n'auraient pas pu se constituer aussi fortement. Et en grandissant, ces enfants devenus adultes auraient moins de risques de résister pour les préserver et de croire à de telles rumeurs et finalement s'engager dans une posture qui a comme conséquence des restrictions à l'épanouissement des femmes et des hommes et empêche la réalisation de l'égalité. Les événements de ces dernières semaines sont donc dus à ces dizaines d'années de retard dans la prise en compte des inégalités de genre dans le système scolaire et de façon générale dans toute la société. Donc le résultat, c'est un décalage énorme entre d'une part les mesures politiques qui ont été prises en France, comme la loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes ou la création de cet outil pédagogique, les recherches, voilà, puisque les politiques s'appuient aujourd'hui sur les recherches et on les en remercie, mais la population n'en est absolument pas là. Il n'y a jamais eu de transmission de tous ces savoirs vis-à-vis de la population. Personne n'a jamais été sensibilisé sur la réalité du genre. Voilà, donc les parents inquiétés par cette folle rumeur se sont trouvés face à des professionnels désemparés qui n'ont jamais entendu parler du genre. Et pris au dépourvu, la confusion des enseignants s'est rajoutée à l'inquiétude des parents et ça n'a fait qu'empirer la situation avec une grave conséquence, c'est la rupture de la confiance de certains parents vis-à-vis de l'école à qui sont confiés leurs enfants une grande partie de la journée et pendant plusieurs années. Donc voilà donc l'état de notre société et c'est exactement ce que nous, les personnes enseignant le genre et l'éducation, pouvons observer avec nos étudiantes et nos étudiants. Il est donc urgent et nécessaire d'enseigner ce qu'est le genre, d'accompagner à sa remise en question, de créer des postes spécifiques sur le genre et l'éducation pour réaliser l'égalité et créer une société plus juste et démocratique et ne pas laisser les extrémismes s'appuyer sur la méconnaissance des personnes qui ont la responsabilité des enfants à l'école. Alors comment faire pour enseigner le genre ? Donc c'est là mon 4e point, si vous avez bien suivi. Donc les modalités qui me semblent nécessaires pour cet enseignement du genre,
cet enseignement du genre qui est donc indispensable pour réaliser l'égalité dans la société. Donc pour changer les attitudes et les pratiques des enseignantes et des enseignants, il me semble qu'il est nécessaire tout d'abord déjà de connaître l'ensemble du système social, de connaître son fonctionnement, ses mécanismes de production des inégalités, en utilisant ce concept de genre et le rôle particulier de l'éducation. Mais ne pas juste se focaliser sur l'éducation. L'éducation fait partie des sphères de la société et il convient d'avoir une vue du paysage global dans lequel s'insère évidemment l'éducation. Donc voilà pour le premier point. Et le deuxième, eh bien, il s'agit aussi de prendre conscience de sa propre participation au maintien des inégalités, de sa participation active à ce système. Parce que les sexistes, ça n'est pas que les autres. Hein. Nous sommes tous et toutes victimes et coupables de ce système de genre, le plus souvent sans le savoir. Voilà, donc victimisation, culpabilisation sont des poisons à identifier et à rejeter, tout ça pour se concentrer vraiment sur l'analyse du système social. Voilà, il existait largement avant nous, ne nous sentons pas coupables de son existence et ne passons pas notre temps à nous lamenter, mais plutôt à réfléchir. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser le concept de genre dans les formations à l'égalité entre les filles et les garçons? Eh bien parce que ce système de genre, donc sont les rôles traditionnels, féminins, masculins, leur hiérarchisation et donc la norme hétérosexuelle, ce système, c'est la matrice, c'est l'origine des inégalités que subissent la majorité des personnes. Les inégalités et les contraintes ne se limitent pas à celles qui sont à la défaveur des femmes, mais concernent aussi les personnes homosexuelles et beaucoup d'autres personnes, comme par exemple les femmes et les hommes qui ne respectent pas les normes de la répartition traditionnelle des rôles sexués, comme par exemple les femmes qui voudraient privilégier une vie professionnelle à une vie familiale, ou les hommes ayant à cœur de s'investir dans leur vie familiale. De façon générale, ce sont toutes les personnes qui ne correspondent pas strictement à la norme féminine pour les femmes et à la norme masculine pour les hommes, qui sont stigmatisées et contraintes de respecter les normes du système de genre. Il s'agit donc d'aborder ce concept de genre pour avoir une vision globale des inégalités et des contraintes qui pèsent sur les femmes comme sur les hommes, et de bien saisir que ces inégalités sont le fruit d'une construction, d'un ordre social. Ce que je veux rajouter, c'est que les hommes aussi, évidemment, subissent des contraintes. Alors, en revanche, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc si les contraintes pèsent sur les femmes comme pour les hommes pour intérioriser ce système de genre, toutefois, les contraintes qui pèsent sur les femmes aboutissent à une dévalorisation et à des inégalités sociales, ce qui n'est pas le cas des contraintes qui pèsent sur les hommes. Donc, si tout le monde subit des contraintes, il faut quand même garder à l'esprit qu'elles produisent des inégalités massives à la défaveur des femmes, bien sûr. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de montrer quelle est l'origine des stéréotypes, comment se construisent-ils, quelle en est la racine. Et cette racine, c'est donc bien cette répartition traditionnelle des rôles sociaux des femmes et des hommes. Alors la question du dispositif de formation, cette question est également importante. Et ça c'est valable pour les enseignants comme pour tout le monde, hein, c'est que la prise de conscience du système de genre, ça suscite un questionnement qui va bien au-delà de l'identité professionnelle. Elle interroge aussi l'identité personnelle. La formation est donc impliquante, personnelle et intime, parce que ce sont les valeurs aussi qui vont être interrogées, les stéréotypes, pour changer non seulement les pratiques, mais aussi l'attitude. Donc dans l'idéal, le cours, ce n'est pas celui d'un cours magistral, mais plutôt celui d'un séminaire avec une organisation spatiale, plutôt en cercle, en rectangle, voilà. Pas de face à face. La posture de la personne
qui forment n'est pas celle d'un ou d'une savante face à des ignorantes et des ignorants, parce que chacun et chacune a des savoirs, des représentations sur l'égalité et les inégalités entre les sexes dans la société. Donc il faut bien que chacun, chacune puisse les exprimer et les interroger. Donc c'est plutôt de l'ordre de l'animation de groupe, d'un accompagnement et d'un soutien dont il s'agit. Donc ce n'est pas dans l'idéal un enseignement de quelques heures, mais une formation plutôt longue qui au minimum se déroule en une vingtaine d'heures, en plusieurs demi-journées, qui serait espacée d'au moins une semaine, le temps que ça mature, que les discussions puissent mûrir et s'enrichir aussi de l'extérieur. Donc dans l'idéal, toujours, ces formations sont suivies de séances d'analyse de pratique pour partager les réflexions, les expériences ainsi que les résistances sur soi-même et de son entourage et trouver des solutions et des pistes collectivement. Donc pour permettre l'échange et la participation active de tous et toutes, le groupe est restreint à une quinzaine, vingtaine de personnes. Et toujours pour permettre l'échange et la participation active de tous et toutes, la bienveillance et la confidentialité sont exigées. Donc en ce qui concerne les contenus, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de montrer la réalité du système de genre et ce qui se produit quand il est remis en question. Donc plusieurs supports sont utilisés, des textes scientifiques, des rapports officiels, des outils pédagogiques, des films, des images, des articles de presse, etc. Donc, outre les contenus sur la réalité des inégalités, vous avez bien compris que l'objectif, c'est de permettre l'émergence des représentations, c'est-à-dire des croyances et des résistances des personnes au sein du groupe, qui sont continuellement mises en lien avec le système de genre. Donc cet accompagnement vers un changement de représentation est la clé de l'abandon de certaines croyances qui sont des freins à la réalisation de l'égalité. Donc il s'agit vraiment d'accompagner les personnes vers la réalité des faits. Ça exige du tact et pas mal de savoir-faire et de capacité d'absorption des résistances, on va dire ça comme ça. Alors pour ce qui est des effets de cette formation, donc pour les évaluer, je prends des notes au cours des formations. Il y a des écrits qui ont été produits par des étudiants qui étaient des enseignants déjà en exercice qui venaient passer une année, donc des enseignants qui avaient entre 25 et 50 ans et donc pour certains beaucoup d'années d'expérience. Et donc ils ont produit des dossiers sur ce thème-là, sur leur un dossier réflexif donc sur leur parcours, leur cheminement personnel par rapport à ce thème. Et j'ai également fait des entretiens un an après pour voir ce qui leur restait de ces formations et ce que ça avait changé pour eux. Il y a des communications et des articles qui ont été produits à ce propos-là. Alors, donc les personnes témoignent d'un questionnement des valeurs, des représentations qui vont bien au-delà de leur sphère professionnelle. Il y a des interrogations sur l'enfance, sur leur propre éducation, sur celle qu'elles ont donnée à leurs propres enfants, sur leur couple aussi. Ça a donné lieu à beaucoup de réorganisation au sein des couples. Sur l'organisation de la famille, voilà, comment on a été éduqué, comment on éduque, enfin voilà, ça a donné lieu à d'intenses discussions familiales et au sein de leur groupe d'amis également. Donc ce qui est exprimé aussi, c'est une certaine solitude, un désarroi face à l'indifférence, voire aux résistances de leurs collègues et de leur entourage. Donc les personnes qui ont été formées témoignent d'une difficulté à transmettre leur savoir, leur motivation à éduquer de façon égalitaire et d'éduquer à l'égalité, de transmettre tout ça à leurs collègues. Donc en revanche avec les élèves, mais ça on le sait, hein, c'est beaucoup plus difficile avec les adultes qu'avec les enfants, en revanche avec les élèves ça se passe en général très bien. Ils sont décrits plutôt comme réceptifs à l'enseignement égalitaire et aux enseignements relatifs à l'égalité.
Alors pour une minorité de personnes, malgré une trentaine d'heures de formation et des dizaines de thèmes abordés, dont évidemment l'éducation au genre dans le système scolaire, il y a 2 thèmes qui continuent à susciter leur questionnement, à propos desquels ils continuent d'avoir des doutes. Eh ben, on les retrouve. C'est le libre choix individuel. En gros, ben, si on veut, on peut. Si les filles ne vont pas vers certaines professions ou pas vers certains rôles, eh ben, c'est qu'elles ne veulent pas. Elles voudraient le faire, elles pourraient le faire. Et le deuxième thème sur lequel il continue de douter, c'est évidemment l'essentialisme. Mais quand même, il n'y aurait quand même pas quelque part une origine biologique qui pourrait expliquer toutes ces inégalités et toutes ces différences de comportement. Voilà. Donc, si le questionnement et le changement sont initiés aussi bien du côté professionnel que personnel, là je vais plutôt vous parler des changements du côté professionnel. Donc ce que ça a changé dans leur pratique. Donc les personnes que j'ai interrogées se disent être à présent assez à l'aise pour aborder le système de genre et ses conséquences, assez à l'aise pour faire des cours à leurs élèves sur les discriminations et les inégalités sociales entre les femmes et les hommes et répondre aux questionnements des élèves. Et aussi de traiter la question de l'homosexualité et de l'homophobie dans leur classe. Donc, elle et il relèvent et expliquent systématiquement les remarques sexistes et homophobes, parce qu'auparavant, ils les identifiaient pas forcément, et quand ils les identifiaient, ils ne savaient pas toujours comment y répondre. Là, c'est devenu systématique. Une attention est portée au matériel pédagogique, pour qu'il soit le moins sexiste possible, ou alors, quand elles utilisent du matériel pédagogique sexiste, l'utilisent justement pour interroger les normes et avoir une réflexion avec leurs élèves. Il y a une attention qui est portée au partage de l'espace géographique et sonore entre les filles et les garçons au sein de la classe, parce qu'on sait que, de façon générale, 2/3 de l'attention est consacrée aux garçons, 1/3 aux filles. Que les filles et les garçons n'occupent pas les mêmes espaces dans la classe et dans la cour. Donc là, il y a une attention qui est portée à cela. Il y a également une attention qui est portée aux échanges, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, aux échanges entre l'enseignant, aux échanges qu'a l'enseignant vis-à-vis des filles et des garçons et entre eux aussi, donc la fréquence de ces échanges et la nature de ces échanges. Un langage épicène est utilisé. Alors, en France, il n'est pas très connu ce mot, je ne sais pas, en Belgique, épicène. Ouais, je vois plein de... Ouais. Qui veut dire tout simplement que ce n'est pas le masculin neutre qui est utilisé, mais utiliser un langage, une façon de parler, certains mots qui s'adressent aussi bien aux filles comme aux garçons. Il y a autant de références féminines que masculines qui sont utilisées aussi dans toutes les disciplines. Voilà, on se retrouve pas comme les recherches peuvent le montrer avec 80% de scientifiques ou 80% de romanciers utilisés, mais on arrive à une parité dans ces références. Et au niveau des activités aussi, qu'elles soient sportives, culturelles ou autres, les activités féminines sont pratiquées et valorisées tout autant que les activités masculines. Voilà. La mixité, ça ne veut pas dire tous les élèves font du rugby. Non, la mixité, ça veut dire dans les deux sens. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez bien compris que ce type de formation n'est pas prévu dans la formation initiale des enseignants et il n'y a pas de poste pour les réaliser chez nous en France. Il y a au mieux quelques cours ou quelques conférences et rarement par des personnes dont c'est la formation. Alors moi, si j'ai pu en faire, c'est grâce à la relative souplesse de l'établissement pour les futurs enseignants où j'étais. Ils ne comprenaient pas exactement ce que je faisais. Il y avait un groupe, ils ne savaient pas exactement quoi leur donner comme formation, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc aujourd'hui, ces formations, elles se réalisent, mais pas telles que je les ai décrites, hein, des petites conférences, se réalisent en interne grâce aux bonnes volontés qui luttent pour enseigner cela, et de façon extérieure par des personnes qui exercent en libéral ou par des associations. Donc cette situation pose évidemment la question de la formation et des compétences des personnes qui réalisent ces formations, et pose la question aussi du manque d'harmonisation des politiques publiques pour réaliser l'égalité. Toutefois, il est à souligner
qu'assez paradoxalement, le contexte politique français n'a jamais été aussi favorable. Il n'y a jamais eu autant de rapports et de discours politiques en faveur de l'égalité, mais ce qui manque à présent, c'est les moyens. Donc pour conclure, pour dépasser les résistances à l'égalité, il convient bien sûr d'institutionnaliser ces enseignements, c'est-à-dire de les intégrer dans les formations initiales des professions éducatives et sociales, ainsi que dans les formations continues et dans les programmes scolaires de tous les niveaux scolaires. Donc il convient évidemment, je crois que j'ai assez insisté là-dessus, d'utiliser le concept de genre. Il convient également de ne pas se contenter de diffuser de simples messages à caractère informatif, parce que si la transmission des savoirs est évidemment nécessaire, elle n'est pas suffisante pour changer les pratiques et les attitudes. C'est bien d'un changement de système de pensée dont il s'agit, un changement d'ordre social, et ça ne se fait pas tout seul. Donc des groupes d'analyse de pratiques sont particulièrement appropriés. Donc c'est un travail de longue haleine, il sera long, peut-être sur plusieurs générations, et c'est la raison pour laquelle il faut s'en donner les moyens, créer des postes spécifiques sur le genre, sans quoi les objectifs, pour les femmes comme pour les hommes, d'égalité, d'épanouissement, de justice, ne pourront pas être atteints. Merci pour votre attention. Vous n'hésitez pas, vous souhaitez intervenir, interpeller, j'arrive. Bonjour, Bonjour. Cavre Charles de l'Haute École de Mons. Alors je suis plus ou moins d'accord avec rien, j'ai fait 3 pages de notes, donc je vais essayer d'être court et concis. Alors je vais faire très simple, donc apparemment pour moi il y a une hiérarchie des problèmes, à savoir que on parlait de séminaires pour la théorie du genre dans les écoles, éduquer les profs pour qu'ils éduquent les enfants. Est-ce qu'il y a j'aimerais poser une question à la salle, je vais vous demander une participation. Qui, dans ses stages ou dans son enseignement, a déjà entendu des élèves, à l'encontre d'autres élèves, porter des remarques graves d'homophobie? Levez la main, s'il y en a. Ok. Et pour le racisme? Ok. On est d'accord qu'il y en a un peu plus pour le racisme. Les remarques homophobes, les remarques sexistes sont rarement identifiées en tant que telles. C'est-à-dire? C'est-à-dire que souvent on ne les entend pas. Les recherches, les observations de salles de classe, donc ça se fait avec des caméras, montrent que les remarques homophobes et sexistes ne sont pas entendues par les enseignants. Et quand elles sont entendues, elles ne sont pas catégorisées en tant que telles. Et pour le racisme, c'est pareil, non? Pour le racisme, c'est beaucoup plus facile de l'identifier parce que c'est une discrimination qui est identifiée depuis beaucoup plus longtemps que le sexisme. Mais avant qu'elle puisse s'identifier, par exemple, oralement, il faut qu'elle soit implicite avant. Il faut que l'élève, de base, pense, par exemple, je vais prendre, il est noir, il me dérange, quelque chose comme ça. Il faut qu'il le pense avant de le dire. Non? Je vois pas ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire, c'est que en général, pour moi, le racisme, je ferai pas de hiérarchie. Pour moi, c'est un autre problème. Mais je veux dire, on parle de séminaire et d'imposer, parce qu'apparemment, l'inverse, c'est de la résistance, d'être contre ou d'avoir des idées un peu contre cette théorie du genre, ce concept du genre, parce que vous avez parlé de résistance au moins 15 fois. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faut faire des séminaires pour la théorie du genre et est-ce qu'il ne faudrait pas en faire aussi pour le racisme? C'est un autre débat, mais je pose simplement la question. Je crois que dans la société, le racisme est assez condamné, le sexisme est très courant encore aujourd'hui. D'abord, je pense que l'intitulé du cours est bien Initiation à la théorie, à la diversité culturelle et à la dimension de genre. Donc cette notion de discrimination raciale existe au même titre que celle de la dimension de genre. D'abord, donc dans les cours, cette diversité culturelle existe. Et d'autre part, je pense aussi que l'expression pas du racisme, mais de l'homophobie se fait davantage aussi
sous des modes d'expression très différents. Un clin d'œil, un sous-entendu, une petite blague qui passe pour être de l'humour, alors que la remarque raciste est plus que probablement dans notre société par définition interdite ou très mal vécue. Donc je ne pense pas qu'on puisse les mettre sur un même pied d'interprétation ou d'expression. Mais elles sont présentes, me semble-t-il, ce petit comptage qui dit que l'expression de racisme est plus présente ne me semble pas une bonne évaluation parce qu'elle s'exprime de façon très très différente. Alors, si je peux juste rajouter quelque chose, les observations en cours d'école révèlent que les 3 insultes les plus couramment dites, alors c'est des gros mots, hein, je vous préviens, c'est sale pédé, il me semble assez en lien avec l'homophobie, mais bon, hein. Sale pédé, il y a sale pute et salope. Donc sale pute et salope se réfèrent directement aussi à la sexualité des filles. Voilà, donc si ça vous semble pas être des choses qui caractérisent le sexisme ou l'homophobie, je trouvais ça intéressant en fait, de vouloir comparer l'homophobie et le racisme, mais je pense qu'au lieu d'essayer de les hiérarchiser, en fait, il y a un lien évident à faire. Et donc, moi, je pense à l'ouvrage d'Angela Davis, Femme, race, classe, où elle a fait le lien entre le fait d'être une femme, le fait d'être noire. Et elle parle aussi des classes sociales, et je crois que vous en avez parlé dans votre exposé aussi. Et la seule chose dont elle ne parlait pas encore dans son ouvrage et dont il faudrait parler aujourd'hui, c'est les discriminations justement envers les LGBTI, dont on ne parle jamais. Et quand on parle de l'invisibilité des insultes homophobes, sexistes à l'école, je trouve ça énorme, mais pas seulement dans les cours de récré, mais dans les salles de profs. Donc quand vous dites que c'est compliqué aussi au niveau des adultes, clairement, c'est un truc, c'est bien ancré dans notre société. Je crois que la France, malheureusement, les débats et les gens dans la rue, surtout, ils ont une forte influence en Belgique. Et donc, il ne faut pas croire que c'est parce que c'est dans nos lois que l'homophobie est absente. En 2012, il y a eu 2 assassinats homophobes en Belgique. Et on en parle rarement comme ça. Et quand on voit les mesures qui sont prises aujourd'hui, je pense aux propositions de loi pour punir le sexisme et l'homophobie, je trouve ça très hypocrite parce que voilà, c'est pas comme ça qu'on change la société. Et déjà pour prouver, vu qu'on parle de l'invisibilité des insultes, des agressions, etc., homophobes, sexistes, il faudrait déjà réussir à dire voilà, ça c'est une insulte, ça c'est une agression homophobe ou sexiste pour que ça puisse être punissable par la loi. Enfin bref, c'est un grand débat, mais je trouve ça intéressant justement de ne pas vouloir hiérarchiser les discriminations, mais de faire le lien qui existe entre elles. Par rapport à ce que vous avez dit, il y a un mot qui m'a fait réagir, mais peut-être que j'ai mal compris, mais vous avez utilisé le mot coupable en disant qu'on était toutes et tous coupables. Et j'aime pas ce mot parce que justement, je refuse la culpabilisation individuelle. Quand mes élèves ont des réactions sexistes ou homophobes, parce que je le constate dès que je suis professeur de français, dès qu'on aborde la différence de genre, que ce soit à travers un bouquin, à travers le féminin des noms ou des adjectifs au cours de français, je vois leur réaction, et évidemment que leur réaction c'est « mais c'est pas normal, mais c'est dégueulasse », et « mais non, on peut pas faire ça, non, moi je suis un garçon, je suis une fille », et bien sûr qu'ils ont intégré cette norme, mais je crois pas du tout qu'ils en soient coupables, et c'est super important justement, mais vous en avez parlé tout le temps, d'identifier le fait que ça vient d'un système, et qu'il y a des raisons à ça. Et j'aimerais bien aller plus loin, mais qu'on parle de ces raisons. Pourquoi est-ce qu'on doit apprendre à l'école? Parce que c'est pas par hasard que c'est dans les manuels, que c'est dans les programmes de cours. Dans les programmes, on voit apprendre nos valeurs aux élèves, mais il n'y a pas la description du mot valeur, hein, j'ai cherché. Et donc, je trouve ça important d'aller plus loin et de se demander pourquoi, en fait, pourquoi les normes hétérosexuelles à l'école? Pourquoi cette importance de la reproduction? Parce que dans les cours d'éducation sexuelle, on leur apprend juste à se protéger ou à prendre la pilule, à utiliser le préservatif. Donc on ne parle que de reproduction, on ne leur parle pas de jouissance, on ne leur parle pas... j'y vais, quoi. Je vais mettre le mot, quoi. Les filles savent pas ce que c'est un clitoris. Alors je suis pas pour... je trouve ça marrant comme on rigole. Des cours de masturbation. Mais en fait,
ce serait peut-être bien de placer le mot masturbation dans les cours d'éducation sexuelle. Donc je ne crois pas leur apprendre à se masturber, ils n'en ont pas besoin, mais placer le mot, pourquoi pas. Donc ça ne me fait pas tant rire que ça. Voilà. Ok. Alors vous avez dit plein de choses. Hein. Je vais essayer de... Donc effectivement, il ne s'agit pas d'hiérarchiser. Ce dont vous parlez, effectivement, c'est un courant de recherche qui se développe de plus en plus, qui s'appelle l'intersectionnalité, qui essaye de voir quelles sont les influences réciproques, comment ça peut s'additionner le racisme, le sexisme et les classes sociales. Effectivement, ce qui est intéressant... par rapport au racisme et au sexisme, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement les mêmes mécanismes. Hein. C'est de désigner l'autre comme inférieur et d'inscrire cette infériorité dans une nature. Voilà. Donc c'est les mêmes mécanismes, exactement les mêmes. Par rapport à l'homophobie, il faut quand même savoir que le suicide est la première cause de mort chez les jeunes homosexuels. Hein. Voilà. Donc... c'est pas une chose anodine, et c'est bien en cela que le concept de genre est un outil puissant, parce qu'il va au-delà du féminisme. C'est-à-dire que le féminisme d'il y a 30, 40, 50 ans s'intéresse surtout à la dévalorisation des femmes. Oui, mais dans la société, c'est pas seulement ça le problème, la dévalorisation des femmes. C'est aussi les contraintes que subissent les hommes à intérioriser la norme masculine. Et ils peuvent aussi, évidemment, en subir des restrictions par rapport à leur épanouissement personnel, leur liberté. Et toutes les discriminations, j'en ai parlé tout à l'heure, qui pèsent sur les personnes qui ne respectent pas l'hétérosexualité. Je dis tout à l'heure, hein, ça va du simple rejet, des approbations, quand même, jusqu'à la mort. Il y a une chercheuse canadienne, c'est canadien, moi j'aime beaucoup... La Suisse, la Belgique, le Canada. Lise Chamberlain. Sur votre moteur de recherche, vous pouvez mettre colloque homophobie. C'est un site, donc il y a un colloque tous les ans. Un site où il y a énormément d'outils pédagogiques. En France, on a sorti le premier outil pédagogique de lutte contre l'homophobie il y a 2 ans, et ça s'est fait par un syndicat d'enseignants. Au Canada, ils ont quelques dizaines d'années d'avance sur nous. Et donc Lise Chamberlain, qui est une chercheuse, a fait beaucoup d'enquêtes de victimisation et a mis en évidence que les insultes homophobes, finalement, proportionnellement, concernaient davantage d'élèves hétérosexuels qu'homosexuels. Parce qu'il suffit d'être un petit peu trop fin, il suffit de ne pas être assez musclé, il suffit pour une fille de ne pas respecter strictement les canons de la féminité pour subir des réflexions homophobes, alors que même ces jeunes sont tout à fait hétérosexuels. Voilà. Les violences homophobes ne concernent pas que les personnes homosexuelles, il faut bien le savoir. Alors, pour en revenir à ce que vous disiez, tous victimes, tous coupables, je dis aussi tous victimes, hein, dans le même truc. Et je précise aussi, enfin, moi je dis ça pour désarmer tout de suite cette tentation qu'on peut avoir en formation à dire oui mais les hommes ceci, oui mais les femmes cela. Donc moi je fais redescendre le truc, je le désarme en disant bon voilà, hein, on va se détendre, on est tous victimes, on est tous coupables. Tous victimes de ce système puisqu'il nous préexiste, et tous coupables de le faire perdurer tant qu'on n'en a pas conscience. Après, une fois qu'on en a conscience, on est un peu plus coupable. Mais je précise aussi toujours, attention, la culpabilité est un poison et empêche complètement la réflexion, et que c'est vraiment la réflexion autour du système qu'il faut se diriger. Et vous parliez effectivement de quelque chose aussi, pour finir, qui se développe aussi en France, mais on a du mal, qui est l'éducation à la sexualité, qui se transforme en éducation affective et sexuelle.
il faut quand même se rendre compte que cette croyance en la complémentarité des sexes et en l'hétérosexualité comme quelque chose de naturel et l'homosexualité comme une espèce de... comme un vice ou comme quelque chose de contre-nature, c'est quand même encore dans cette croyance-là que sont une majorité des personnes. Et la sexualité est toujours encore envisagée aujourd'hui comme essentiellement reproductive. Alors, se faire du plaisir sans objectif de reproduction, attention, c'est mal. Hein. Mais vous avez raison, oui. Pour éviter de peut-être tourner autour aussi des questions qui peuvent fâcher, quel est le poids aussi du fait religieux aujourd'hui dans ces questions? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, hein, comme disait l'autre. Et puis, question un peu directe vers une salle bien pensante, il y a aussi des représentations de direction d'école. Il y a quelques années, le cabinet de Maria Arena avait sorti un remarquable outil pédagogique à propos de l'homosexualité. Lorsque, comme journaliste, j'ai voulu me le procurer, on m'a dit surtout pas. Il ne faut pas de publicité majeure autour de cela. Et quand j'ai voulu m'intéresser au nombre de directions d'école qui auraient été prêtes à en fournir l'information ou à s'en emparer et à en fournir l'information auprès de leurs profs, on m'a dit pas trop, point trop d'infos. Les associations de parents ne seraient peut-être pas très favorables à ce que l'on imagine que l'on fasse la promotion de l'homosexualité dans nos murs. Alors je voudrais savoir quel est le poids réel, hein, réaliste, de ce propos vers vous. Est-ce que les associations de parents qu'on critique beaucoup en France, hein, je partage volontiers, d'ailleurs j'ai bien envie parfois de leur frapper là où ça fait très mal, mais à celles et ceux qui en France sont stigmatisés par nous, répondent aussi des majorités silencieuses chez nous. Alors, combien de fois avez-vous le sentiment de reculer face à des associations de parents qui pourraient retirer leurs gosses de vos écoles, ce qui ferait baisser intimement quand même le cadre, la potentialité de frappe? Voilà. Le fait religieux, et puis je viens vers vous dans la question réaction et complément de question. Le fait religieux, c'est une pétrolique? Alors, comment mesurer le poids de la religion? J'ai pas la bonne balance. Hein. Je ne sais pas comment on peut mesurer le poids de la religion, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, plus on croit, moins on voit. Ouais. Voilà. Je dis, vous êtes bien forcé de l'évoquer, même dans la République. Ah oui, 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 bien sûr, mais je l'évoque bien sûr. Quand on décrit la réalité du système de genre, eh bien, on insiste bien sur le fait que le masculin et le féminin sont des constructions dans la réalité, dans la vraie vie, et que les religions sont des croyances. Moi, ce que j'explique, je fais des formations également dans les collèges et dans les lycées, donc avec des enfants qui ont entre 11 et 17-18 ans. Et quand on me dit oui, mais dans certaines religions, les filles et les garçons, ils sont pas forcément égaux, je fais bah oui, dans certaines religions, oui. Mais là, je ne vous parle pas de croyances, je vous parle de la réalité des faits. Alors après, les croyances, il est aussi important de bien les décrire dans leur mécanisme et dans ce en quoi elles apportent du ciment social. Et que quelquefois, on ne peut pas voir, on est obligé de continuer de croire, parce que c'est ce qui nous lie à notre famille aussi. Dire, par exemple, les jeunes filles ou les jeunes garçons de 17-18 ans qui font partie de l'immigration deuxième, troisième génération, s'ils écoutent trop ce que moi je dis et qu'ils rapportent ça à la maison, ça va créer une rupture familiale. Que vont devenir ces jeunes s'ils sont trop dans la réalité, dans la réalité de la recherche scientifique et des valeurs républicaines et d'égalité? Vous prenez le compromis? Non, moi ce que je dis en général, je dis bah voilà, sache que dans la réalité c'est ça, la science, les recherches scientifiques montrent cela. J'utilise très souvent la métaphore de la Terre ronde et plate, parce que c'est vraiment exactement la même chose. Depuis des centaines, des milliers d'années, on a cru que l'inégalité était naturelle ou divine, et maintenant ça change. Voilà, donc je dis, entends ça, garde ça dans un petit coin de ta mémoire, et quand tu grandiras, quand tu pourras, eh bien, tu pourras agir différemment. Voilà. Pour moi, l'école, c'est vraiment ça. Elle est là pour apporter un autre son de cloche que ce qui se passe dans la famille. L'école ne peut pas tout, les enseignants ne peuvent pas tout, mais comme disait, d'ailleurs, je crois qu'elle est
c'est une personne qui vient de Suisse, Mireille Sifali, qui disait pour que quelque chose un jour soit possible, il faut que ça ait été entendu. Voilà. Alors, dans l'éducation, il y a toujours le problème des effets de l'éducation. On ne sait pas ce que ça devient. Mais il faut le poser. Après, on n'est pas là pour faire des thérapies de groupe ou de la manipulation mentale. On est là pour proposer un point de vue. Et après, les personnes, en fonction de ce qu'elles sont et de là où elles en sont, s'en emparent. Pour ce qui est de l'instruction publique, c'est autre chose. Il y a des lois, il y a des programmes. 2 interventions. Merci. Moi, je voudrais surtout signaler qu'au sein de l'école publique, depuis les années déjà 80-90, au sein des programmes d'études, au sein du cours de morale, de sciences ou dans l'encadrement scolaire, on organise depuis très longtemps et des informations, des formations en accord avec les plannings familiaux, en accord avec des organismes de santé, en accord avec les professeurs de cours, de sciences ou d'éducation physique dans de nombreuses écoles. Les organisations des problèmes que vous évoquez sont en place depuis de nombreuses années et n'amenez pas à la crispation qu'on rencontre aujourd'hui. Donc je me demande parfois si on n'est pas occupé à stigmatiser, je dirais, la problématique alors qu'elle est traitée depuis longtemps dans notre enseignement. C'est une remarque que je voulais formuler. La deuxième petite remarque, c'est vous parlez d'essentialisme et étant responsable de cours à dominante physique, donc de motricité physique et d'éducation physique, je voudrais savoir si vous avez des références d'études scientifiques basées sur la physiologie, la médecine ou des études métaboliques sur la différence des adolescents, filles et garçons. Je vous remercie. Je vais prendre immédiatement enchaîner, si vous le permettez, avec l'autre intervention. Bah effectivement, comme vous disiez, en communauté française, il y a un outil qui existe depuis 10 ans, qui est mis à la disposition des écoles. Alors, dans l'enseignement belge, il y a plusieurs réseaux, comme vous le savez, et je ne suis pas sûr qu'il soit mis à la disposition de tous les profs dans tous les réseaux. Et cet outil est très très chouette, mais comme en France, il n'y a pas de formation pour les enseignants à ces questions-là. Et donc, c'est peut-être comme dans les cours de madame, c'est à la bonne volonté de celui qui veut à un moment donné s'intéresser à ça, mais il n'y a aucune obligation à l'utiliser. Donc c'est un bel outil. Et on en avait parlé surtout il y a 10 ans parce qu'il y avait une liste d'homosexuels célèbres à la fin du truc. Et alors ils avaient mis Atatürk dedans. Et la communauté évidemment turque avait très très mal réagi. Et donc ce truc a un peu vite disparu de la circulation. Voilà. Pour le coup, est-ce que, mais bon, ça pourrait être un autre débat, le fait que la chose existe, est-ce que l'on sait qu'elle existe? Ah. Ouais, mais... D'accord, ok, j'en prends bonne note. Troisième intervention. Bonjour, je suis en fait secrétaire d'entité, donc je représente en fait et je travaille avec énormément de directions d'écoles fondamentales. Alors pour répondre à ce que vous demandiez au niveau de l'information ou de la transmission aux parents, des directions. Je pense que Madame disait pour que quelque chose soit possible, cela doit être entendu. Moi, je dirais que ça doit être aussi vécu. Et que j'ai vu une évolution par rapport, par exemple, au personnel des écoles, que du personnel était homosexuel et ne s'en cachait de moins en moins. Et je pense que l'évolution des mentalités se fait aussi peut-être plus facilement par simplement ce qui est fait, ce qui est vécu, et bon, plutôt que de leur donner une information brute qui
qui peut, parce qu'elle est tellement dans l'inconscience des gens, qui peut vraiment être pris comme une agression. Et finalement, on arrive à l'inverse de ce qu'on voulait. Donc je crois que les mentalités, parce que ce sont des choses vraiment très dans l'inconscient, doivent évoluer peut-être lentement par des pratiques. Et puis en parler vraiment, parce que l'esprit commence à être ouvert. Une deuxième petite réflexion par rapport à la religion. Le problème avec la religion, c'est que pour nous aussi, la religion est synonyme de... en général, la religion est synonyme, à mon avis à tort, mais d'immobilisme. Et donc, on ne peut pas, avec une notion d'immobilisme, faire évoluer des mentalités et faire évoluer des théories. Et donc, il faudrait que les églises, c'est vrai, changent. Et bon, quand on voit l'historique des églises, il y a des conciles, il y a des choses, les églises changent. Mais évidemment, très lentement. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors oui, vous disiez c'est des choses qui sont faites par les plannings familiaux, par certains profs et des interventions, des actions qui sont mises en place depuis de nombreuses années. Oui, peut-être. Et c'est tout l'intérêt justement de la recherche, des études plus larges, pour montrer que peut-être que ça existe, vous, dans votre cas et dans votre entourage, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années dans la majorité des écoles. Alors la critique, enfin la remarque qu'on peut faire, oui, de stigmatiser cette problématique. Finalement, ça a des effets contre-productifs, ça met en lumière quelque chose qui finalement pose plus de problème. Il faut un petit peu s'intéresser aux recherches sur la question, qui font un constat de la réalité qui ressemble pas vraiment à quelque chose... Voilà, ça n'existe pas partout. Et ces idéaux égalitaires, s'ils sont affirmés, sont assez rarement réalisés, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce système de genre, ce sexisme, cette homophobie, sont des choses qui sont inconscientes, qui sont produites de façon automatique, qui sont invisibilisées, et que donc c'est assez difficile de son point de vue personnel de pouvoir dire si ça avance ou pas, d'où l'intérêt et la nécessité des recherches. Les études physiologiques sur les différences entre les filles et les garçons à l'adolescence, oui, il en existe. J'attire votre attention particulièrement sur une chercheuse qui a écrit justement sur la différence de taille et de corpulence entre les femmes et les hommes, qui s'appelle Priscille Touraille, qui a écrit un gros livre là-dessus. Et d'autres que je vous donnerai tout à l'heure. J'ai assisté à un colloque il y a une quinzaine de jours au Sénat à Paris, justement sur sport et genre, où les questions physiologiques ont été abordées. Oui, évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les outils sans formation, voilà. Un message à caractère informatif, un outil, c'est pas juste de changer ces pratiques dont il s'agit, parce que pour les changer, il faut bien un changement qui soit un petit peu plus profond que ça, et ça dépend pas de la seule bonne volonté. C'est pas parce qu'on veut pas être sexiste, c'est pas parce qu'on veut être égalitaire que forcément, magiquement, on va le devenir. Et oui, évidemment, il ne s'agit pas uniquement d'une formation des élèves avec des messages à caractère informatif. Moi, quand je travaille avec les collégiens et les lycéens, c'est autour de tout un projet aussi d'établissement, où ils ont d'abord une formation sur le genre, ensuite avec plein de techniques d'animation qui les placent en tant qu'acteurs de ce savoir-là. Ensuite, on réfléchit aux moyens de communiquer leur savoir au reste de l'école. Les enseignants sont également formés. Il y a des projets d'école aussi autour de l'égalité, des formations d'enseignants. Et alors, ce qu'on remarque, c'est quand même un climat d'établissement qui s'apaise et moins de violence. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la variable, alors comment dire, l'échec scolaire est directement en lien avec l'adhésion aux stéréotypes sexués.
C'est-à-dire que plus les petites filles ou les jeunes filles vont ressembler à des caricatures de filles, plus les garçons, les jeunes garçons vont ressembler à des caricatures de garçons. Donc les filles vont minauder, vont passer 3 heures dans la salle de bain, vont pas prendre la parole. Plus les garçons vont avoir des attitudes de combat violentes et qui sont pas vraiment compatibles avec la sérénité exigée pour à aller vers les savoirs scolaires. Et ben voilà, plus les stéréotypes sont présents chez les filles et chez les garçons, plus ces élèves seront en échec scolaire et plus le climat des établissements sera sous des signes de violence. Voilà. Pause. Je vote pour. Merci.